Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Au cœur de la mêlée, la seule émission du dimanche qui ne parle que de rugby. Au sommaire, des invités, les résultats, les analyses, une grosse page top 14 avec le podium de nos consultants Jean-Baptiste Elissalde et Philippe Spanghero. À 18h15, on parlera de Montauban qui remporte sa première victoire en top 14. Ça se fête et bien sûr ça se débriefe avec le numéro 10 Montalbanais. Jérôme Bosviel sera avec nous. 18h30, Vannes s'installe en tête de la Pro D2. Nous en parlerons avec Anthony Boutier, l'arrière des Bretons, ancien pensionnaire de Montpellier et du 15 de France. Et puis on se projettera sur ce choc en rouge et noir ce soir, Toulouse-Toulon, clôture de la 8e journée du top 14. Vous pouvez bien sûr nous appeler au 0826 300 300 pour réagir, participer. C'est parti pour une heure 100% rugby. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Bonsoir, notre émission du dimanche que l'on dédie bien sûr à la famille Herrero en hommage au décès du grand André Herrero, 87 ans, ancienne légende du RCT, frère de Daniel, notre consultant historique. Voilà, on a une grande pensée pour Daniel et toute la famille Herrero et la famille bien sûr du rugby toulonnais. Bonsoir Philippe Spanghero, bonsoir Jean-Baptiste Elissalde. Bonsoir messieurs, bonsoir à tous. Salut Jean-Bas. Et bonsoir Quentin Cabanis. Bonsoir à tous. Ouais, oui, mais on va quand même rappeler avant le match de ce soir Toulouse-Toulon les principaux résultats pour ceux qui sont en voiture, qui rentrent de week-end, qui n'ont pas tout suivi. Quentin est là. Ouais, ça arrive d'avoir du retard et c'est pas très grave. 8e journée de top 14 avec une victoire à l'extérieur pour La Rochelle sur la pelouse du Loup Rugby 36-19. Le Racing 92 a battu la section paloise 15-10. Succès du Stade Français face au MHR 35-12. Clermont a étrillé le Castres Olympique 63-14. Montauban s'est imposé face à l'USAP 29-22. Et puis hier soir, l'UBB s'est imposé face à l'Aviron Bayonnais 41-12 au classement du top 14 avant la rencontre entre Toulouse et Toulon. Le Stade Français est leader devant la section paloise et l'UBB. Ensuite, on va retrouver dans l'ordre le Racing 92, Bayonne, Toulouse, La Rochelle, Clermont, Toulon, Castres, Montpellier, Lyon, Montauban et Perpignan qui n'a toujours pas le moindre point cette saison. Ouais, c'est le pire départ en top 14 pour Perpignan. On aura l'occasion d'en parler. Messieurs, on va bien sûr... Le pire départ de l'histoire du top 14, tout confondu. Depuis donc de 20 ans, puisque le top 14 a 20 ans. Cette même formule Agen actuelle avait fait mieux sur sa saison catastrophique. Oui, écoute, en tout cas, on souhaite aux Perpignanais de se reprendre, bien évidemment. On commence toujours notre émission par un tour de table avec les fameux podiums. Jean-Baptiste Elissalde et Philippe Spanghero vont remettre des médailles. Oui, ça leur arrive. Voilà. Philippe, peut-être un petit clin d'œil pour commencer cette émission. Est-ce qu'il y a un fait qui a retenu ton attention ? Alors non. D'accord. Alors moi, écoute, j'en ai un. Je me suis focalisé sur les tops et les flops. Là, j'ai pas de clin d'œil. Moi, j'en ai un. Je l'ai mis dans le conducteur. Hein. Non, mais tout à fait, il n'y a pas de problème. Mais ça pouvait être un fait anecdotique. Moi, j'ai un petit coup de cœur qui est, on va dire pour Mathieu Jalibert, parce qu'en fait, je le trouvais un peu dans une forme étincelante, voilà, et que bon, il s'est blessé. On n'a pas de nouvelles. Là encore, c'est un peu trop tôt, mais il semblait très pessimiste pour la tournée du 15 de France, un problème à la cuisse, et c'est vrai que c'est un petit regret. Donc ça met toujours, je sais pas ce que tu en penses, et Philippe aussi, mais ça met toujours un peu en relief un peu le problème du calendrier quand même, où on sent que l'enchaînement là de ces 8 journées avant le rassemblement des Bleus, et il y en aura même une 9e avant le premier match contre l'Afrique du Sud, et il est un peu lourd quand même à supporter pour les organismes. Ouais, toujours un petit peu lourd, mais je pense qu'il a été bien géré. En plus, le préparateur physique en chef, le directeur de la performance de Bordeaux, Thibaut Giroud, est passé par l'équipe de France pendant quelques années. Donc, il sait très bien qu'il faut pas tirer sur les organismes. Non, je pense que c'est un accident. C'est arrivé à la 70e, il a fait pas mal d'efforts dans le match, et puis sur une course très longue, c'est une cuisse qui est un peu fragile, je pense, et ça revient assez souvent. C'est sur le devant de la cuisse. Ça va être un peu juste pour la tournée, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Philippe, c'est quand même un coup dur parce que on sait que dans la hiérarchie, Romain Tamac est devant, mais quand même, vu l'état de forme, on sent quand même qu'il a franchi un cap, Mathieu Jalibert, et qu'il aurait pu, on va dire, jouer un rôle dans cette tournée. Alors, on n'est pas encore bien sûr fixé sur la durée de l'indisponibilité, mais quand même.
Oui, bien sûr. Et puis, on a parlé du débat à la mêlée et du retour a priori, même si on peut se dire qu'il est un peu court en termes de compétition de Maxime Lucu. Et on sait que leur complémentarité, elle est très importante et qu'elle peut être aussi une plus-value. Donc, il y a ça aussi qui rentre dans l'équation. Et en effet, on peut se dire que c'est très dommageable pour l'équipe de France. Voilà, un petit clin d'œil pour Jean-Bas. Toi, c'est plutôt forcément toujours technique, toi, l'ancien entraîneur, en tout cas toujours entraîneur. D'ailleurs, t'es allé voir un petit match de Régional 3, tiens, aujourd'hui, pour le plaisir. Régional 2, je crois, ouais. Entre Maran et Étré. Donc c'est en Charente-Maritime, pour les... Voilà. Derby local, il y a mon petit cuistot des vieux crampons qui joue talonneur à Maran. Donc j'ai été voir s'il faisait aussi bien les pizzas en cuisine que sur le terrain. Et alors, verdict? Ça va. Non. Il a été très bien. Bon, il a pris un petit jaune à la 35e parce qu'il était fatigué. Et c'est bon, il est pas blessé, il sera au boulot lundi. C'est parfait. Voilà. Mais bon, ton clin d'œil, il est plutôt top 14. Et notamment sur le jeu aérien, on pourrait l'appeler comme ça. C'est ça, les duels aériens, la maîtrise des airs. Alors il est top 14, mais il est surtout au niveau du rugby mondial devenu prépondérant. Les Sud-Africains nous ont battus il y a 2 ans en marquant 14 points dans ce domaine-là. Et toutes les équipes du week-end qui ont maîtrisé ces duels aériens, alors soit directement en l'air, soit dans le 50-50, c'est-à-dire les frappes qu'il y a à la tombée du ballon, toutes ces équipes ont gagné le territoire, toutes ces équipes ont pris de l'énergie et souvent toutes ces équipes ont gagné le match. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil parce que souvent on parle de se déposséder du ballon ou de le relâcher quand on tape dedans, de le redonner à l'adversaire, mais quand c'est bien fait, comme beaucoup d'équipes l'ont fait ce week-end, c'est redoutable. Est-ce que Philippe, à quelques jours d'affronter les Springboks, on se souvient quand même, et 2 ans après le quart de finale perdu où le domaine aérien avait été vraiment déficitaire pour les Français. Est-ce que il te semble, toi, sur ce que tu observes, comme tous les passionnés de rugby, est-ce qu'il te semble que les Français ont progressé depuis 2 ans dans ce domaine ? C'est peut-être un des domaines où je trouve qu'on a peut-être le moins progressé parce que en 2 ans il y a eu quand même du turnover aussi, notamment aux ailes où on sait que c'est des postes des postes clés pour ce sujet du jeu aérien. Et donc je suis pas complètement confiant par rapport à ça. Et j'ai une question moi aussi pour Jean-Bas, c'est le rôle de la 3e ligne. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais les Sud-Africains font partie des équipes qui utilisent le plus aussi sur le terrain leur 3e ligne dans justement la tactique de ces duels aériens. Est-ce que c'est un enjeu pour nous dans la composition de l'équipe ou pas? Ça, c'est ma première question. Est-ce que tu es d'accord pour dire que les Sud-Africains ont une stratégie très particulière sur le nombre de joueurs utilisés dans cette stratégie des duels aériens? En fait, la stratégie des Sud-Africains, elle part déjà de leur façon de préparer le ruck qui précède le coup de pied. Ils posent, comme beaucoup d'équipes veulent faire, le 5 de devant, mais plus que le 5 de devant, ils y mettent aussi leur 6 gratteur, celui qui est un peu plus petit, et ils décalent Etsebet, oui. Le 2e ligne, qui lui va chercher beaucoup de ballons en l'air, plus Peter Steph du toit, plus des ailiers qui montent très haut, qui ont beaucoup de vitesse, qui sont pas forcément très grands, mais qui ont des très bons timings, comme Colby ou d'autres. C'est vrai que ça fait partie de leur fonds de commerce. Et quand ils décroisent les coups de pied aussi, c'est-à-dire que quand c'est le 10 qui tape et qui décroise les coups de pied côté opposé là-bas sur les ailiers, et c'est là où ils nous ont fait mal au quart de finale, ils sont aussi très bons. Et là, il n'y a pas de 3e ligne. C'est souvent quand même des ailiers, du 1 contre 1. Alors, on n'a pas progressé, mais on n'a pas régressé non plus. Et hier, par exemple, Bordeaux, on va en parler tout à l'heure, Biel Biarret était en chercher un beau, Hubertier aussi, mais bon, même s'il n'est pas sélectionné. Et Damien Penaud, on a gagné 2 en l'air, ce qui les a mis dans le match. Oui, parce que l'UBB est en or sur ton podium ce dimanche. Ouais, c'est ça. C'est pour faire la transition. C'est-à-dire que c'est bien préparé. Moi, j'ai aimé l'UBB. Ouais, voilà. Donc on va passer à l'or de l'UBB en continuant à parler de ça. C'est-à-dire que pour moi, les 35 premières minutes de l'UBB, c'est stratégiquement, dans la périodisation tactique, c'est quasiment parfait. Ils se sont pas épuisés à jouer dans la zone 40-40, maximum 3 rucks, 3 phases de jeu. Jalibert a tapé des coups de pied haut, Lucu a tapé des coups de pied haut. Ils ont été les récupérer. Sur ces ballons de récup, il y a eu 2 passes et de suite ils ont porté des ballons rasants dans le dos de l'aviron bayonnais, ce qui les a poussés dans leur camp. Je crois que l'UBB Bayonne en 37 minutes est venu qu'une fois dans les 22 adverses et ils économisent de l'énergie, ils fatiguent l'aviron et sur les
seconds ballons, alors c'est soit donc Bayonne récupère le ballon, tape en touche parce qu'ils sont sous pression. Là, ils ont mis des très bons ballons portés avec des bonnes animations derrière. Soit Bayonne renvoie des ballons sur le fond de terrain, ce qu'il ne faut pas faire face à Toulouse ou l'UBB, ce genre d'équipe. Et là, il y a des contre-attaques de feu à jouer. Et c'est vraiment les 35 minutes les plus maîtrisées de Bordeaux, et je les ai mis sur le podium parce que c'est inspirant quand t'es entraîneur de voir des choses comme ça. Ouais, et c'était aussi un plaisir en tant que spectateur, même si forcément côté bayonnais il y avait des choses à redire. L'or donc pour Jean-Baptiste, c'est l'UBB. Toi Philippe, c'est plutôt La Rochelle. Ouais, j'ai mis La Rochelle parce qu'on le disait, c'était un match important au classement. On voit à quel point c'est serré et Lyon avait gros à jouer à domicile et devait se racheter après une déconvenue la semaine dernière. Karim Ghezal l'a dit, on l'a écouté hier. Et donc La Rochelle jouait gros, ils sont passés près du coup au Stade Français. Et cette saison de La Rochelle, elle était encore un peu en dents de scie. Et c'est peut-être le match qui va lancer leur saison, le match le plus abouti certainement sur 80 minutes. Et donc podium et moi médaille d'or pour les Rochelais pour moi qui lancent certainement leur saison avec cette performance. L'or de Philippe est aussi l'argent de Jean-Baptiste. Voilà, La Rochelle sur le podium d'un Rochelais. Ben oui, c'est ça. Si je les avais mis en or, on m'aurait taxé de favoritisme. Donc, je leur donne une médaille d'argent bien colorée qui, bon, de loin on dirait de l'or. J'ai aimé leur maîtrise dans les airs aussi. Vous regardez le match, les 5-6 premiers ballons, ils sont pour eux. Ça les a mis dans le match. J'ai aimé aussi leur maîtrise au sol. Ils ont attaqué les rucks, ils ont vraiment embêté Lyon. Lyon n'a pas pu quasiment mettre de vitesse. En plus, ils n'étaient pas dans une très bonne journée. Et en plus de ça, et ça fait bien longtemps que je l'avais pas vu, j'ai retrouvé un... Alors, est-ce que c'est Lyon qui est un peu plus faible devant ou est-ce que c'est La Rochelle qui c'est certainement un peu des deux. La Rochelle a été très solide sur les basiques et ils ont fait un match quasi parfait à l'extérieur. Donc, félicitations à eux. Ça revient bien. Le bronze, messieurs. Philippe, le bronze pour toi. C'était l'argent pour moi d'abord, non ? Ah oui, l'argent, pardon. Excuse-moi. Excuse-moi. En plus, ça fait le lien avec notre invité à venir, donc je voulais pas le zapper. Une fois n'est pas coutume, c'est Montauban, parce que Montauban avait très gros à jouer hier. C'était déjà un match couperé après seulement 8 journées. Et puis cette question qu'on pouvait se poser de la vraie place de Montauban dans ce championnat. Avec des scores assez lourds à l'extérieur, quelques points glanés, mais peut-être un manque de maîtrise. Ils se sont payés hier, ils ont montré à tout le monde qu'ils volaient pas leur place et que dans la bagarre au maintien, ils étaient bien présents. Il y avait beaucoup de pression, il y a eu beaucoup de fébrilité, beaucoup de scories et d'indiscipline du côté montalbanais, ce qui était assez surprenant pour cette équipe qui était la plus disciplinée avant ce match. Mais en tous les cas, ils s'en sont sortis et ils passent 7 points devant Perpignan. Et donc, ils confirment qu'ils ont leur carte à jouer dans ce top 14. Ouais, Philippe, juste ton bronze rapidement, parce que je crois qu'il correspond à l'or de Jean-Baptiste. Ouais, c'est l'UBB. Alors généralement, je disais ces dernières semaines qu'il manquait quelque chose à cet UBB, qu'on avait senti très clinique la saison dernière, très fort sur ses temps forts, capable de tuer les matchs assez vite. Et ça, sur ce début de saison, on voyait une équipe de l'UBB en dents de scie. Même quand elle gagnait, elle n'était pas complètement convaincante collectivement. Et hier, j'ai retrouvé cette UBB de la saison dernière, maîtriser son sujet de bout en bout, avec un gros match collectivement de la part de toute l'équipe. Et c'est certainement la performance la plus aboutie depuis le début de la saison. Ouais, l'effet Lucu, l'effet Tameifuna qui est revenu, voilà, il y a aussi ça, l'infirmerie qui s'est peut-être aussi un peu vidée côté bordelais. Le bronze de Jean-Baptiste pour terminer ce podium avant de recevoir notre premier invité dans Au cœur de la mêlée qui sera Jérôme Bosviel. Eh ben, toujours un clin d'œil à mes chers avants, à mes 5 de devant, mes 8 de devant. Ça sera l'ASM et ces fameux ballons portés redoutables au nombre de 4, voire même 5 ce week-end. Alors j'aimerais que l'ASM, on les mette sous le podium plus souvent et que un coup sur le podium, un coup dans les flops, un coup sur le podium. Ça commence à m'agacer, soit ça doit agacer Christophe Furios. Voilà, ils sont en dents de scie, mais j'ai aimé leur ballon porté et j'ai surtout aimé un jeune numéro 5, Michaud, 2007, rendez-vous compte. Voilà, l'âge de nos enfants. C'est vraiment, enfin du mien en tout cas. Et pour être numéro 5 en top 14 à l'âge de 18 ans, eh ben sincèrement, félicitations à lui. Et il a été partie importante des ballons portés, bien évidemment.
Et bien voilà. Bon, les flops, on en reparlera peut-être un peu plus tard parce qu'on va pas manquer trop de temps pour Jérôme Bosviel et qui nous attend et que l'on va retrouver dans un instant, messieurs. Voilà pour Au cœur de la mêlée. Vous pouvez nous appeler bien sûr vous au 0826 300 300. Vous êtes toujours les bienvenus pour parler rugby dans cette émission du dimanche soir. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Au cœur de la mêlée avec Philippe Spanghero, Jean-Baptiste Elissal de nos consultants Sud Radio pour revenir sur toute l'actualité rugby et puis nos invités. Le premier invité de cette soirée, c'est Jérôme Bosviel. Il est le numéro 10 de Montauban. Il a 35 ans. Il découvre le top 14 et donc il a découvert hier le goût de la victoire au plus haut niveau. Bonsoir Jérôme. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. J'imagine qu'il y a dû y avoir un beau soulagement ou en tout cas une belle joie dans le vestiaire. Quel sentiment prédomine pour toi Jérôme à J+1 après cette première victoire? Eh bien, comme je l'ai dit hier aux caméras de Canal, c'est enfin on se paye. Enfin voilà, on se paye nous, les joueurs, le club, nos familles, nos supporters. C'est quelque chose c'est un match qu'on avait coché depuis le début de saison. On avait loupé les trois matchs à domicile et maintenant c'est fait. Donc j'espère que ça va enclencher une spirale positive. Voilà, 29-22, on rappelle le score face à Perpignan. Jean-Baptiste Elissal pour Jérôme Bosviel. Ouais, Jérôme, bon, félicitations. Monsieur Drop, j'adore les drops, vous le savez. Alors, je suis très content de le recevoir. et je voulais juste te dire... 5 sur 5 hier aux pénalités. Hein. Il y a eu je crois qu'il y a eu une tentative de drop, mais il y a eu 5 sur 5 aux pénalités. Voilà, en parlant de pénalité, justement, je pense que si j'étais entraîneur comme en lanceur d'alerte, je dirais, je serais quand même un peu dur avec vous au niveau de la discipline. Vous avez pris 15 pénalités. Je pense que là, c'est passé face à Perpignan qu'on a pris autant. Mais est-ce que tu penses pas que c'est rédhibitoire pour la suite d'être autant pénalisé, notamment à domicile? Voilà, je voulais savoir ce que t'en pensais. Oui, c'est sûr que je crois, en première mi-temps, on doit tourner pratiquement à 10 fautes. Si on veut exister, espérer exister en top 14, il va falloir faire les 10 fautes sur l'ensemble d'un match. On sait que au-delà de 10, on pourra pas exister. Encore une fois, on joue 20 minutes à 14. Là, c'est passé contre Perpignan, mais après, on a vu sur les 7 premières journées où dès qu'on prend un jaune, on prend des essais trop facilement et surtout face à des grosses écuries du top 14, c'est rédhibitoire parce que tout va plus vite, les joueurs sont beaucoup plus intelligents et voilà, il va vraiment falloir gommer cette discipline si on veut continuer d'espérer. Philippe Spanghero avec Jérôme Bosviel. Ouais, Jérôme, bonsoir. D'abord, félicitations parce qu'en effet, c'est un moment important pour l'histoire du club et puis pour ton parcours à toi aussi dans cette équipe. Moi, j'ai une question par rapport à la confiance dans ce groupe. Est-ce que vraiment cette victoire d'hier, elle débloque quelque chose ou le fait déjà d'avoir accroché ce match nul contre Montpellier, d'avoir failli accrocher le Castres Olympique aussi à domicile, vous avez déjà fait prendre conscience que vous étiez à votre place dans ce championnat ou est-ce que hier, vraiment, c'est un moment de bascule dans les têtes? Non, on l'a vu depuis le début de saison, dès la première journée au Stade Français qu'on avait le niveau du top 14, mais c'était par séquence. Contre le Stade Français, on met des essais en première main. Contre Lyon, on a l'occupation, on a la possession. Contre Montpellier, on mène pendant 78 minutes et on a 2 minutes de flottement. Je dirais plus un manque d'intelligence de ma part en premier où les blocs sur le coup d'envoi sont pour moi trop loin et on sait très bien qu'ils vont taper en récup. Après le match contre Castres, prendre 26-0 au bout de 30 minutes, on a montré en deuxième mi-temps qu'on avait le niveau pour revenir. Et donc
on en a pris conscience dès le début du championnat, et j'espère que maintenant, voilà, la victoire d'hier va nous engranger de la confiance, et voilà, on ira à Bayonne la semaine prochaine avec beaucoup de confiance, et on verra ce qu'on y fera. Voilà, on rappelle quand même que à la 60e hier, il y avait un point d'écart seulement après l'essai de Ruiz. Après, il y a eu 2 pénalités pour toi, Jérôme, dont une qui était, il me semble, assez lointaine, 65e, 72e. Voilà, est-ce que c'est des moments que tu aimes, ces moments-là décisifs, où c'est toi qui as permis à ton équipe de reprendre le large, de sortir aussi Perpignan du bonus défensif? Ouais, c'est des moments quand on est buteur. Voilà, on travaille toute la semaine. Je travaille depuis des années sur ça pour vivre ces moments-là. Jean-Baptiste connaît très bien ce rôle. Je pense que tout buteur rêve de taper une pénalité sous pression, que ça soit pour un match du maintien, pour des phases finales. C'est quelque chose qui nous transcende, quoi. Alors on est tout seul, on est tout seul avec notre tee, notre ballon. On essaye de faire le vide autour de nous, mais il faut être buteur pour se rendre compte de l'importance de la passer entre les poteaux pour valider le travail de toute l'équipe, quoi. Ouais, Jean-Baptiste, ça te parle? J'imagine que là, il y a des connivences là avec Jérôme Bosviel. Ah oui, c'est des bons moments, et puis il faut pas reculer devant l'obstacle. Ça m'est arrivé quand j'étais jeune d'en louper une, puis 2, et puis de filer le tee justement à un autre. Le lundi à la maison, j'ai pris cher. Ça m'est plus jamais arrivé après. Je crois que l'échec fait aussi partie de ta formation, de gérer ces moments. Mais il y a rien de plus beau en effet que de faire gagner son équipe et de récompenser son équipe sur des gestes comme ça. Alors voilà, c'est comme les tireurs de penalty. Quand tu le loupes, forcément, il faut pas lire les réseaux sociaux. Mais bon, sinon, à part ça, c'est vraiment un bon moment. Mais ça, bon, Jérôme, alors là, je m'inquiète pas du tout là-dessus. Il en mettra beaucoup plus qu'il va en louper. Ça, j'en suis convaincu. Ouais, c'est vrai qu'il y a un sentiment de plénitude quand même que tu dégages, Jérôme. 35 ans, c'est aussi la découverte du cran au-dessus, le top 14. Comment toi tu le vis? Oh, moi je le vis très bien. C'est un rêve d'enfant. J'ai eu il y a quelques années, bon ça fait pratiquement même presque 10 ans, où j'ai eu l'opportunité d'y aller, mais j'avais fait le choix de rester à Montauban et d'y aller avec Montauban. Donc bon, ça a un petit peu tardé quand même. À 35 ans, c'est quand même un petit peu tard, mais voilà, c'est des moments formidables. Les phases finales l'an dernier, la découverte du top 14, comme je l'ai dit, tout est plus grand, tout va plus vite. On joue les meilleurs joueurs du monde, que des internationaux dans chaque écurie. Comme je dis, c'est un rêve de gosse, jouer. Alors, je suis plus vieux qu'eux, mais jouer contre les internationaux français, c'est fantastique. Se confronter aux meilleurs joueurs du monde, c'est quelque chose que je pense que tout gamin qui joue au rugby rêve de ça. Et voilà, à 35 ans, j'ai toujours rêvé de jouer en top 14, et là maintenant j'y suis, donc je profite à 200%. Quentin. Bonsoir Jérôme, alors on sait que tu es le meilleur réalisateur de l'histoire de la Pro D2, tu as eu un rôle essentiel dans la montée de Montauban en top 14 cette saison, mais il y a eu aussi des histoires dont tu as parlé dans Sud-Ouest à l'intersaison, notamment autour d'une addiction. Est-ce que tu te mets une pression particulière par rapport à ça, en sachant que tu fais partie des vrais leaders de cette équipe? Non, je me mets pas de pression, je suis quand même quelqu'un d'assez tranquille avant les matchs. Voilà, le match est à 16h35, à 16h33, je peux sortir une connerie, rigoler, mais je me mets vraiment dans ma bulle quand une fois que je suis sur le terrain. Après, j'essaye de pas trop en faire, parce qu'il y a des joueurs où il faut qu'ils se préparent mentalement assez tôt. Moi, je suis pas ce genre de joueur-là, donc vraiment, j'ai aucune pression sur l'avant-match et pendant, mais j'essaye d'évacuer toute la pression, surtout comme j'ai dit sur les tirs au but. Mais voilà. Et ça fonctionne plutôt bien. Philippe Swangaro, peut-être pour avant une dernière question, avant de libérer Jérôme, mais voilà pour vas-y.
Oui, dernière question, Jérôme. Alors, on a dit, nous, les commentateurs, que quelque part, même si on est tôt dans la saison, c'est un championnat à 2 qui s'est engagé avec Perpignan. Ça peut paraître un peu radical parce que la saison est encore longue. Est-ce que vous avez conscience de ça? Est-ce que quand vous l'entendez, ça vous agace? Ou est-ce que vous l'avez acté comme quelque part une réalité et finalement, vous allez regarder l'USAP de façon très prioritaire tout au long de la saison en faisant ce championnat à la bagarre avec eux? C'est vrai qu'en début de saison, voilà, on s'est donné des objectifs. L'objectif, c'est bien évidemment le maintien. Si le maintien, il faut passer par l'Access Match, eh bien, on ira. On savait très bien que Perpignan, a joué 3 ou 4 Access Match depuis leur remontée. Donc, dans un coin de notre tête, on espérait qu'il y ait une ou deux équipes qui entre guillemets se cassent la gueule sur le début de championnat et qui jouent le maintien avec nous. Donc là, maintenant c'est Perpignan. Pour l'instant, oui, il y a un championnat à 2 parce que quand on voit Perpignan, dans une spirale négative avec 0 points sur les 8 premières journées, nous on est à 7 points. Donc voilà, les autres, on a, je crois, 10 points de retard ou 12 points de retard sur l'avant-dernier. Donc c'est un championnat à 2, mais on sait très bien que dans le rugby, ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. Si une équipe comme nous, on arrive à faire 2-3 bons résultats d'affilée et qu'une autre équipe perd 2 matchs d'affilée, ils peuvent se retrouver avec nous. Donc nous, on a l'objectif du maintien. Pour le moment, on se retrouverait à jouer l'Access Match, mais voilà. On va tout donner jusqu'à la fin, quoi. Voilà, Montauban pour l'instant 13e avec 7 points. Jean-Baptiste, le mot de la fin avec Jérôme et avant de continuer sur la Pro D2 dans cette émission au cœur de la mêlée. Non, mais Jérôme a un rôle très très important dans son équipe parce que bien sûr que c'est l'entraîneur qui va faire les choix des compositions, l'extérieur, à domicile, etc. Mais chaque point, chaque pénalité, chaque minute est importante pour un maintien. Il faudra qu'il garde la tête froide parce que peut-être qu'aller chercher un bonus défensif un jour à domicile ou un match nul, quitte à ne pas prendre la pénale touche pour aller remporter le match, leur suffira pour aller justement rejoindre cet Access Match. Donc voilà, c'est juste des conseils comme ça. Je l'ai vécu, c'est des moments difficiles et à la fois magnifiques, presque aussi beaux que les titres quand ça finit bien. Eh ben voilà, bon conseil en tout cas pour Montauban qui se déplace à Bayonne samedi prochain. Ça sera la prochaine journée avant ensuite je vois le 22 novembre la prochaine journée pour Montauban, ce sera la réception du Stade Toulousain. Merci Jérôme Bosviel d'avoir été avec nous et encore bravo pour ce premier succès. Vous l'avez fêté ou pas, ce premier succès? Oui, mais tranquillement, nous, vous savez, on vient de monter de Pro D2. Pro D2, c'est 5 matchs, un week-end de repos. Là, on a enchaîné avec les matchs amicaux, notre 10e match, le 11e à Bayonne la semaine prochaine. Donc, on va tout faire pour faire un résultat à Bayonne et puis on fera, je pense, un petit peu la fête en suivant. Mais là, pour le moment, on reste tranquille. À la fin du bloc, qui est un gros bloc, qui équivaut à 2 blocs de Pro D2. Voilà. Merci en tout cas, Jérôme, et à très bientôt sur l'antenne de Sud Radio, demi d'ouverture de Montauban, donc vainqueur hier de Perpignan 29-22. On va se retrouver dans un instant pour parler aussi de Pro D2, et puis on va faire un petit avant-goût de qui je suis. Mais juste après la pause, messieurs, préparez-vous parce qu'il y aura un qui je suis en fin d'émission, mais aussi là au retour de la pause. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Au cœur de la mêlée avec Jean-Baptiste Elissal, Philippe Spanghero et vous bien sûr au 0826 300 300. On est à 2h30 du match entre Toulouse et Toulon. Ce sera au Stadium et ce sera sur Sud Radio bien sûr en direct en intégralité. On a parlé de Top 14, on va parler de Pro D2 dans un instant avec Anthony Boutier qui sera notre invité, l'arrière et demi d'ouverture de Vannes, du rugby club de Vannes bien sûr, et ancien Montpellierin. Donc Jean-Baptiste, ça va te rappeler
rappeler des souvenirs. Mais quand même, on sait qu'on termine toujours l'émission par un petit qui je suis, oui. ce jeu de culture générale un petit peu, voilà. Et là, on a un petit avant-goût parce que on ne sait pas si Jean-Baptiste il est parfois défaillant en fin d'émission parce qu'il est fatigué. Ouais. Et donc, on va tester le teaser à 18h35. Exactement, on va tester ça donc avec des joueurs passés par les deux clubs encore une fois. Finalement, on garde cette recette. On va démarrer avec un joueur qui a 52 ans aujourd'hui, qui a commencé au CS Vienne. Avant Jean-Baptiste Delegue, Yann Delegue. Exactement. Voilà, Ouais, c'est réglé. On arrête l'émission. C'est Allez, la fin bonne d'émission, soirée à tous. qui- Merci. Voilà. Vienne, Toulon, Toulouse, Castres, Toulon et 20 sélections avec l'équipe de France, Yann Delegue. Ouais, ça s'appelle du management. Voilà, il faut lui redonner confiance. Bien, bien. Voilà, c'est exactement ça. Et va entraîner François, va entraîner Perpignan. Après, pour voir comme ça un petit test pour voir si Philippe est à l'affût, si je dis un joueur qui est né à Échirol. Philippe, Oui. Vincent Clerc. Voilà, parce que celui-là, je voulais le mettre à côté parce que je me suis dit c'est de la triche, c'est trop facile. Voilà, voilà, super. Bon, Celui-là, déjà. il compte pas. Ouais, non, il compte pas. Voilà, mais bon, en tout cas, ils sont prêts, et ce sera dans une vingtaine de minutes. On va parler de Pro D2 parce que ce week-end, il y a eu quand même une prise de pouvoir en Pro D2 avec la victoire de Vannes à Colomiers et donc surtout la prise de pouvoir, de leadership du RC Vannes en Pro D2. Et pour en parler, on est ravi d'accueillir sur l'antenne de Sud Radio Anthony Boutier qui est avec nous, ancien arrière de Montpellier et du 15 de France également. Bonsoir Anthony. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Jean-Baptiste Elissal, ça te dit quelque chose? Il est là, c'est notre consultant Sud Radio. Et bien sûr Philippe Spanghero. Vous avez quand même quelques souvenirs ensemble, Jean-Baptiste, avec Anthony. Ah oui, moi j'en ai que des bons. Vraiment, sincèrement, salut Anto. Ça a été un plaisir d'entraîner Anto pendant 2 ou 3 ans. Au-delà de ce qu'on a fait, vraiment un garçon bien, bon joueur de rugby qui comprend vite. Voilà, que du plaisir. Que du plaisir, effectivement, et ça s'est terminé entre vous, en tout cas sur un titre, notamment puisque Anthony, on le rappelle, tu as passé 6 saisons à Montpellier, le Brennus en 2022, et le 15 de France, on en parlera dans un instant. Ce qui est important, c'est que tu es revenu à Vannes, là où tu avais éclos, Anthony, et ça y est, on a l'impression que Vannes a pris le pouvoir en top 14, c'est un peu Pro le... D2. En Pro D2, mais en top 14 ce sera bientôt. Ça y est, c'est comme ça que vous l'avez vécu, cette victoire à Colomiers, elle a été importante dans votre progression? Oui, bien sûr, c'était un sujet tout au long de la semaine où on voit que Colomiers fait vraiment des grosses parties, des gros matchs depuis le début de saison. Et nous, si on voulait marquer cette Pro D2, c'était en allant gagner à Colomiers de n'importe quelle façon, mais qu'il fallait remporter 4 points. Et donc, bien sûr qu'on est très satisfait de ça. Après, on sait que le chemin est long encore jusqu'à la 30e journée, mais en tout cas, c'est sûr qu'il il faut passer par ce genre de match et de performance pour enchaîner les victoires et pour rester sur le haut de tableau, bien sûr. Victoire 22-17. Philippe Spanghero avec Anthony Boutier. Ouais, salut Anthony, on sait que c'est toujours très difficile cette saison de descente, surtout pour un club qui était calibré quand même pour le niveau au-dessus. C'est quoi l'enjeu majeur à l'intersaison là, ce qui s'est dit, les discours par rapport à la mobilisation de l'équipe pour une remontée directe? On sait qu'il y a quand même des prétendants sérieux. Quelle était la feuille de route? La feuille de route, c'est juste que les objectifs, ils sont tous bien sûr de remonter sans forcément se le dire, parce que c'est quelque chose qui est écrit et bien sûr quand un club connaît ce niveau-là du top 14, tout le monde a envie de repartir, donc c'est assez logique pour l'ensemble du club que de jouer ses premiers rôles. Après, bien sûr qu'on est attendu partout, même à domicile aussi, où les équipes se déplacent pour essayer de venir nous battre à la maison, mais en tout cas, il faut rester vraiment bien concentré et focus toute la saison, tous ensemble, parce que c'est un challenge qui est excitant, mais qui est dur à la fois aussi pour faire remonter ce club. Pour faire remonter ce club RC Vannes avec ce magnifique pub.
Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Hello Philippe. Alors il paraît que tu chantes en rouge et noir. J'aimerais bien écouter ça. En rouge et noir, j'exilerai ma peur. J'irai plus haut que ces montagnes de douleur. En rouge et noir. Écoute, là, c'est vrai que des fois tu chantes pas totalement juste, mais quand tu chantes, moi j'ai la chair de poule. Voilà, et c'est pour donner le ton, bien sûr, de ce Toulouse-Toulon. C'est Jeanne Masse. C'est Jeanne Masse. Voilà, c'est bien sûr le montage signé Quentin Cabanis, mais qui met aussi dans l'ambiance. En tout cas, félicitations Philippe pour donner je dirais le ton et la couleur de. Bien sûr. C'est pas le pilou, mais ça fout les poils. C'est vrai, Toulouse-Toulon au stadium quand même. Jean-Baptiste, tu l'as vécu toi comme joueur et comme entraîneur. Voilà, est-ce que c'est important, on va dire, dans le storytelling d'un entraîneur toulousain d'aller au stadium, même pour un match de saison régulière? Le stadium a un parfum de phase finale, et même quand ça arrive tôt dans la saison, on se projette déjà vers les rendez-vous du mois de mai, avril-mai, avec les premiers quarts de finale de Coupe d'Europe, les gros matchs de poule en Coupe d'Europe, etc. C'est toujours des bons moments. Ça change un peu de la routine du stade Arès-Vallon, même si c'est un magnifique stade et qu'on y est très bien. Il y a un petit truc en plus là-bas, et puis je sais pas, c'est une petite soucoupe volante là. On se projette même quand on y arrive là, donc fin octobre, on se projette déjà quelques mois plus tard, et c'est très sympa d'y aller. Ouais. Et on a envie de faire un grand match contre Toulon. La compo, tiens, Quentin, la compo des Toulousains, parce que c'est vrai qu'elle a fière allure. Hein. Elle a fière allure, avec notamment le retour des Argentins. Il y a Netty, Marchand, Aldeguiri pour la première ligne, Flamand, Meafou la deuxième ligne, troisième ligne Gelon, Willis et Roumat, la charnière Grau, Ntamak, sur les ailes Teddy Thomas et Malia, au centre Gourgue et Chocobarès, et à l'arrière Blair Kinghorn, l'Écossais. Ouais, est-ce que Philippe, cette équipe toulousaine peut trembler à domicile face à une bonne équipe de Toulon, qui sera emmenée par un certain Charles Olivon? Il y a Jean-Baptiste Gros également en face, il y a Melvin Jaminet à l'arrière. Bref, il y a quand même du beau monde, mais on voit mal les Toulousains quand même trembler à domicile. Non, parce que ces Toulousains, ils sont quand même en dents de scie, même s'ils restent collés en haut du classement et qu'il n'y a pas du tout le feu au lac. Mais on sait que le niveau d'exigence est tellement élevé du côté du stade toulousain qu'on peut vite se mettre le doute dans les têtes. Et donc, en effet, il y a ces gestions de fin de match qui posent question, notamment à l'extérieur. Alors après, il y a les réactions à domicile, on l'a vu jusqu'à présent. Et donc, il y a beaucoup d'attentes pour la réaction ce soir à domicile après ce match qu'ils ont laissé passer à Pau. Donc, je vois pas bien les Toulousains être inquiétés. Après, c'est un vrai test pour ce RCT-là qui regarde vers le haut maintenant et qui a moins peur que les saisons dernières d'afficher ses ambitions. C'est le match idéal pour venir se tester. Eh ben voilà, ça sera en tout cas un des matchs qu'on va suivre. Ce match de clôture de la 8e sur Sud Radio, bien sûr en direct, en intégralité, depuis le stadium. Alexandre Priam sera là également. Bref, on vivra ça en direct. Jean-Baptiste et Philippe, il y avait un partout sur le Qui je suis. Le vrai Qui je suis débute. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Alors, puisqu'on ne se connaît pas, présentez-vous. Présentez-vous. Les gars, qui je suis? C'est moi! C'est moi! Je suis un monsieur! Ça, c'est se présenter! Alors voilà, on va chercher des joueurs qui sont passés par les deux équipes, donc par Toulouse et par Toulon. Vous me donnez bien votre prénom avant de donner la bonne réponse. Je rappelle que Jean-Baptiste a marqué le premier point de cette rencontre en trouvant Yann Delegue. Alors on va chercher un joueur qui est né à Toulouse en 1964. Il a démarré sa carrière au Portet-sur-Garonne. Philippe. Oui, Baptiste. C'est Philippe en premier. Oh non. Christophe Delot.
Christophe Dello. Ça fait 1 point pour Philippe qui égalise. Non, mais c'est un scandale. Ah bah il a dit Philippe bien avant. Je suis désolé, il n'y a pas de scandale. Hein. Il y a un décalage, c'est parce que je suis dans le nord, alors il y a un décalage. Oui, mais il est dans le sud, alors tu sais. Je pense que tu es plus près de Paris. Allez, on continue avec un autre joueur qui est né à hier, en 88. Baptiste. Oui, Jean-Baptiste. En 88. Oui. En 88. En 88, c'est beaucoup plus compliqué. Philippe. Oui, Philippe. C'est Johan Maestri. Johan Maestri, mais par contre, ce serait pas mal que je puisse donner des clubs à un moment. Mais donc 2-1 pour Philippe Spanghero qui repasse devant. On va chercher un autre joueur. Je vais commencer par les clubs. Comme ça, je vous donne pas la date de naissance tout de suite. Il a commencé au RCT et à l'US Berry. Ensuite, il a évolué pendant 10 ans au Stade Toulousain. François. Oui, François. Christian Califano. Allez, François qui vient dans la partie avec Christian Califano. On joue. Il joue celui-ci maintenant. Les règles elles évoluent tout le temps. Ça change tout le temps. On n'y comprend rien. Il y a des vidéos, des trucs. C'est pas 2 possible. points pour Philippe, 1 point pour Jean-Baptiste et 1 point pour François. On cherche un joueur qui est né en 93. Il a commencé sa carrière au Western Province. Ensuite, il a évolué aux Stormers, au Stade Toulousain, au RCT. Et ensuite, il est parti jouer à Tokyo. Il a 45 sélections avec... Philippe. Oui, Philippe. Cheslin Colby. Allez, 3 points pour Philippe. Il reste 30 secondes pour essayer de se refaire. On va chercher un autre joueur actuel. Il est né en 99 à hier également. Il a commencé sa carrière professionnelle du côté de Perpignan. Il a ensuite joué au Stade. C'est Philippe encore. Hein. Non, mais c'est pas possible. Melvin Jaminet. Allez, on en fait un dernier pour l'honneur. Pour Jean-Bas. Allez, il est plus dur celui-là. Il est né à Montauban, il a démarré à Brive, il a joué ensuite au RCT, à Toulouse, à Lyon, au Stade Français. Il a fini sa carrière à Colomiers. Il a quand même 21 sélections, il est né en 87. Baptiste. Oui, Jean-Baptiste. Palisson. Exactement, c'est Palisson. Mais celui-là, il était dur, il compte 3, non? Je me mets 3 points, Philippe, ça fait 4. C'est encore une fois imposé. Voilà. Félicitations à Philippe qui garde sa ceinture. Je donne mon point à Jean-Bas, est-ce que ça peut... Oui, non, si, ça fait 4. 5. Ça fait 8. Ça fait 8. Oui, 1 et 2, 8. Non, mais c'est Philippe qui s'impose. Bon, je suis désolé, Jean-Baptiste. En tout cas, c'était un qui je suis de qualité. On est prêt pour ce Toulouse-Toulon sur Sud Radio. Merci Philippe, merci Jean-Baptiste. Voilà, merci à vous et merci à Jeanne-Masse pour son soutien précieux dans le monde de la musique. Merci aux deux Quentin Barbaza sur le digital ce soir et puis Quentin Cabanis en réalisation. C'est excellent à suivre. Judith Belair, bonne soirée et puis on se retrouve 21h pour le match Toulouse-Toulon.